Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne, Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous raconter un dossier particulièrement bouleversant qui s'est déroulé entre 2016 et 2019 aux États-Unis, le long des routes isolées, reliant le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Dans cette affaire, un camionneur apparemment sans histoire, connu sous le surnom de Big Al, aurait profité de ses trajets longue distance pour s'attaquer à de jeunes femmes, souvent seules et vulnérables, qui se trouvaient sur des aires de repos ou faisaient de l'autostop pour traverser le pays. Les circonstances, l'ampleur et l'ingéniosité criminelle déployées par ce prédateur ont dérouté la police pendant longtemps. Si mon récit vous intéresse, je vous invite, d'une seule petite phrase, à liker et à vous abonner, car j'ai vraiment besoin de votre soutien. L'histoire commence bien avant 2016, au moment où un conducteur de poids lourd, Alan Big Al Higgins, sillonnait déjà les routes des États-Unis. Cet homme, âgé de 42 ans pendant la période clé du dossier, est décrit par les témoins et d'autres transporteurs routiers comme étant à la fois imposant et amical. Du haut de ses presque 2 mètres, il arborait un large plastron aux épaules musclées, un épais manteau de barbe qui recouvrait son menton carré, et une casquette arborant le logo d'une marque de moto qu'il affectionnait particulièrement. Il avait un air souvent fatigué, conséquence directe de ses longues heures de conduite. Les rares personnes qu'il avait fréquentées dans son quartier, au nord de l'Oregon, le considéraient comme un homme discret, profondément attaché à sa mère, qui l'aidait financièrement et chez qui il aurait habité une partie de l'année. À première vue, rien ne laissait présager qu'un individu aussi généreux et serviable puisse se révéler être l'acteur central d'une série d'homicides violents perpétrés sur des jeunes femmes se déplaçant en solitaire. Parmi les victimes de ces crimes figure une femme dont l'histoire a ému beaucoup de gens le jour où l'horreur a été révélée. Il s'agit de June Carter, âgée de 29 ans au moment de sa disparition. Décrite dans son entourage comme énergique, d'humeur toujours joyeuse et dotée d'un goût prononcé pour le voyage. Elle avait de longs cheveux bruns, lisses et souvent attachés en une simple queue de cheval, et des yeux bleus intenses qui, selon plusieurs de ses proches, exprimaient à la fois une audace sans limite et une grande sensibilité. Son activité favorite était de visiter de nouveaux endroits sans s'imposer de contraintes financières trop lourdes, ce qui expliquait pourquoi elle faisait parfois du stop ou optait pour des trajets en bus bon marché. Au fil de ses périples, elle avait tissé de multiples amitiés éphémères, glanées à droite et à gauche, auprès de routards, d'artistes locaux, de simples conducteurs curieux de connaître son histoire, ou d'autres passagers charmés par son sourire et son enthousiasme communicatif. Selon les confidences de l'un de ses amis d'enfance, June avait découvert sa passion pour les grands espaces en parcourant le sud-ouest américain pendant ses années universitaires. Elle aimait la nature rude, les canyons arides de l'Arizona, les déserts brûlants du Nouveau-Mexique et n'hésitait pas à planter sa tente dans les coins les plus reculés, là où peu de gens passaient. Ces expériences l'avaient forgée, lui donnant un caractère affirmé et une confiance en elle suffisamment forte pour tenter sa chance sur la route. Avant sa disparition, plusieurs personnes l'avaient croisée dans la région d'El Paso, parfois dans un café près d'une aire d'autoroute, parfois dans une station-service où elle récupérait quelques collations pour poursuivre son chemin vers Phoenix ou Santa Fe. Ceux qui l'avaient approchée à ces moments-là la décrivaient comme souriante, débrouillarde et très peu encline à la méfiance. Ce trait de caractère, allié à sa joie de vivre, semble avoir fait d'elle une cible idéale pour n'importe quel prédateur œuvrant loin des regards. Les rapports ultérieurs de la police et des différentes équipes de recherche indiquent que June était restée en contact régulier avec sa famille, au moins au début de ses déplacements. Elle envoyait des SMS à un proche pour indiquer sa position approximative, racontait ses haltes de fortune
et partageait quelques photos de paysages sur des réseaux sociaux, s'assurant ainsi de garder un lien, même ténu, avec ses proches. Mais un soir, tous les signaux venant de son téléphone portable ont cessé de manière soudaine. Durant quelques jours, sa famille et ses amis se sont d'abord dit qu'elle devait se trouver dans une zone sans réseau, peut-être en train de traverser une portion particulièrement reculée du désert. Or, lorsque 2 semaines se sont écoulées sans qu'on ait la moindre nouvelle, l'inquiétude a grandi de façon drastique, poussant ses proches à signaler officiellement sa disparition aux forces de l'ordre. Le premier réflexe de la police locale fut de vérifier les hôpitaux et les centres d'accueil de la région, pensant à un possible accident ou à un simple problème d'identification. Des patrouilles ont été dépêchées dans les environs d'El Paso, sur plusieurs kilomètres, jusqu'à la frontière avec le Nouveau-Mexique, afin d'éventuellement la retrouver, peut-être perdue ou souffrante. Les efforts déployés dans cette zone n'ont cependant abouti à aucun résultat concret. Et c'est alors que le cas de June fut transmis à une division de la police de l'État, puis à une antenne fédérale spécialisée dans les disparitions. En parcourant les rapports, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas la première à disparaître dans des circonstances similaires le long de ces routes. D'autres femmes avaient été portées manquantes, souvent des personnes isolées ou se trouvant dans une situation de vulnérabilité. Les récits se ressemblaient, mentionnaient des aires de repos désertées, des camions isolés et parfois la présence d'un conducteur imposant. Pourtant, aucun fil concret ne permettait alors de rapprocher ces affaires de façon indiscutable. Quelque temps plus tard, le sort tragique de June a basculé dans le domaine public lorsqu'un employé d'une station-service, située non loin d'El Paso, a signalé aux autorités avoir découvert des affaires abandonnées derrière le bâtiment. Parmi elles, un sac à dos qui renfermait un portefeuille et une carte d'identité. Le portefeuille appartenait à June. L'employé avait aussi remarqué, éparpillé autour du sac, une série de babioles personnelles, un vieux bracelet, un livre de récits, de voyages aux pages écornées, un boîtier de téléphone fendu. Alertée, la police est arrivée sur les lieux et a immédiatement bouclé le périmètre, craignant la possibilité d'une scène de crime ou d'un élément de preuve important. Les traces prélevées dans la poussière révélaient vaguement qu'une lutte avait pu se dérouler là, même si tout n'était pas clair. Les enquêteurs ont constaté que le sol gardait des marques de pas multiples, qui pouvaient indiquer qu'une personne avait été traînée ou emmenée de force. Malgré tout, l'espace jouxtant la station-service s'étendait sur un terrain sablonneux, peu propice à relever des indices nets. Les caméras de sécurité, mal orientées, n'avaient presque rien enregistré si ce n'est la silhouette d'un camion, à l'apparence banale, vaguement perceptible dans le coin d'une des vidéos. Impossible d'identifier son immatriculation. Au même moment, le malaise grandissait chez les enquêteurs chargés d'étudier d'autres signalements de disparition dans la région. Une jeune femme qui tentait de rejoindre son frère dans le Colorado n'avait plus donné signe de vie. Un autre dossier, plus ancien, impliquait une mère célibataire qui voyageait avec sa petite valise pour rejoindre sa famille après un divorce difficile. Les récits pouvaient varier, mais tous semblaient paraconverger vers un même dénominateur commun. Un trajet à travers des zones arides, souvent en stop ou en bus, un contact incertain avec un camionneur serviable, puis plus rien. Et à chaque fois, les investigations menaient à des points morts. Les routes désertes, les aires de repos trop peu surveillées, l'immensité du territoire et les multiples juridictions impliquées rendaient l'enquête complexe à un point inimaginable. Ce n'est qu'après plusieurs semaines d'acharnement qu'une frêle lueur d'espoir est apparue. Un témoin, Marcus Roy, un habitué des trajets routiers dans cette partie du pays, a signalé avoir remarqué à plusieurs reprises un camionneur de forte carrure, à la barbe imposante, sur une aire de repos près d'El Paso. Il ne connaissait pas son nom, mais l'avait vu discuter avec une femme qui correspondait à la description de June. Selon ses propres mots,
Il était tombé sur la scène de manière fortuite, en faisant le plein de carburant au milieu de la nuit. Il avait été frappé par le gabarit hors norme de l'homme et par la façon dont la jeune femme semblait à la fois rassurée et méfiante. Marcus n'avait pas voulu s'en mêler, et il s'était contenté d'observer de loin. En partant, il avait croisé le regard de cette femme, comme si elle hésitait à demander de l'aide, mais n'osait pas franchir le pas. Après cette révélation, la police a tenté de faire repasser Marcus sur les lieux afin de préciser ses souvenirs. Il a pu donner un peu plus de détails sur le camion, parlant d'un modèle apparemment standard, mais orné d'un autocollant représentant une marque de moto. Il mentionna aussi un accent du Nord chez le conducteur, quelque chose qui trahissait peut-être des origines non texanes. Cette information, modeste en apparence, s'est révélée cruciale. Certains enquêteurs ont commencé à scruter plus attentivement les listings de chauffeurs et les registres administratifs sur de nombreux trajets interétatiques. C'est ainsi qu'un premier recoupement a laissé apparaître le nom d'Alan Higgins, un chauffeur né dans l'Oregon, qui avait déjà effectué des livraisons de matériel divers dans la région. Sa taille, son aspect barbu, la présence d'une casquette avec un logo particulier, tout coïncidait. Les détectives chargés de l'affaire se sont alors lancés à sa recherche, espérant un interrogatoire rapide, afin de mieux cerner sa relation éventuelle avec June, et surtout pour clarifier les circonstances de ce contact nocturne sur cette aire de repos. Cependant, la poursuite d'un camionneur qui traverse plusieurs États et qui change souvent d'itinéraire n'est pas chose aisée. Les autorités ont dû collaborer avec des polices locales, des services de patrouille autoroutière et même certaines compagnies de fret. Malgré ses efforts, Big Al semblait insaisissable, voire invisible, comme s'il anticipait chaque mouvement des forces de l'ordre. À ce stade, l'enquête demeurait fragile, car tout reposait sur un simple témoignage et quelques soupçons. D'autres pistes pouvaient exister, et aucun élément tangible ne permettait encore de le rattacher de manière sûre à la disparition de June, ni à celle des autres femmes signalées. En parallèle, de longues semaines se sont écoulées sans qu'apparaisse le moindre indice concret quant au sort de June. Sa famille, en proie à un désespoir grandissant, multipliait les appels sur les réseaux sociaux, suppliant quiconque l'aurait croisé de bien vouloir se manifester. Des affiches à son effigie étaient placardées dans les relais routiers, sur les vitres de stations-service et chez les commerçants enclins à aider. Peu de temps après, certaines personnes ont dit avoir vu June embarquée dans un camion, mais sans pouvoir décrire précisément le chauffeur. Ce genre de témoignage difficile à vérifier nourrissait la confusion. Pourtant, l'espoir subsistait que la jeune femme puisse être encore en vie, prisonnière peut-être de quelqu'un, ou perdue dans un endroit reculé. En 2017, les détectives principaux assignés au dossier ont fini par joindre leurs forces avec une équipe spécialisée dans les crimes en série. Le premier enquêteur était un ancien de la police de l'État, réputé pour sa méthodologie rigoureuse et ses connaissances approfondies en matière de profilage criminel. À ses côtés œuvrait une collègue expérimentée, réputée pour son habileté à recueillir des indices sur le terrain et à établir un dialogue de confiance avec des témoins potentiels. Ces deux enquêteurs, désormais épaulés par des techniciens légistes, ont commencé à dresser un tableau plus large des événements. L'objectif n'était plus seulement de retrouver June, mais de déterminer si un tueur en série rôdait effectivement sur les routes du Sud-Ouest. Les recoupements effectués sur des affaires non élucidées, s'étalant parfois sur plus de 10 ans, ont mis en évidence un mode opératoire similaire. Disparition de femmes, souvent jeunes, voyageant seules ou rencontrées dans des aires de repos peu fréquentées. Les rares traces laissées sur place montraient presque toujours un manque de précaution ou d'organisation de la part de la victime, ce qui suggérait qu'elle ne voyait pas le danger venir. Dans quelques affaires, des témoins oculaires rapportaient la présence d'un camion massif,
conduit par un individu imposant. On notait aussi un type de signature macabre. Lorsque les corps étaient retrouvés, parfois des semaines plus tard, des indices révélaient un usage violent de la force et la scène elle-même témoignait d'une volonté du tueur de se débarrasser de tout indice. En compulsant ces données, le soupçon envers Bigal s'est peu à peu transformé en conviction. Les enquêteurs se sont rendus compte que les périodes de disparition dans certains dossiers coïncidaient très nettement avec les itinéraires qu'il était censé emprunter pour ces livraisons. Toutefois, la prudence restait de mise, car il leur fallait impérativement se procurer des preuves tangibles avant d'arrêter un individu aussi mobile et potentiellement dangereux. Une fois que l'équipe a réussi à identifier le tracé exact de Bigal sur une période donnée, elle a décidé de mettre en place une surveillance discrète. Les policiers s'attendaient à ce qu'il fasse une halte dans un relais routier du Nouveau-Mexique. Mais ce soir-là, le chauffeur ne s'est jamais présenté. Plus tard, il est apparu qu'il avait changé de destination à la dernière minute, livrant un chargement en Arizona. Cette série de faux espoirs et d'itinéraires imprévisibles illustrait bien la difficulté d'enquêter sur quelqu'un qui passait la majorité de son temps à la frontière de différents États, pouvant disparaître dans des zones désertiques à tout moment. La chance a fini par tourner lorsque, plusieurs mois plus tard, en 2018, des randonneurs ont découvert un camion abandonné au fin fond d'une route secondaire, près de la frontière entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona. À l'intérieur, on pouvait voir des traces de sang, ainsi que divers objets éparpillés, dont certains semblaient appartenir à plusieurs femmes différentes. Vêtements, bijoux, papiers d'identité, carnets de notes. Le numéro de plaque du camion correspondait à un enregistrement suspect, réalisé au nom d'une société fictive, comme si on avait voulu brouiller les pistes. Les officiers sur place ont déterminé que la scène était restée telle qu'elle depuis au moins plusieurs jours. Des experts en sciences forensiques sont venus recueillir un maximum d'éléments, échantillonnant le sang pour comparer l'ADN, fouillant chaque recoin de la cabine, photographiant chaque centimètre à la recherche d'un indice susceptible de dévoiler l'identité du conducteur. Les analyses ultérieures ont démontré que le sang retrouvé correspondait à l'une des disparues. Les spécialistes ont également identifié des effets personnels appartenant formellement à June. Ce constat effroyable semait le doute sur ses chances de survie. On a aussi découvert un petit carnet dans la boîte à gants, comportant des notes incohérentes, de mystérieux chiffres et des adresses vagues. Une page mentionnait des initiales qui pouvaient correspondre à des victimes, probablement codées pour ne pas être immédiatement compréhensibles. Ces éléments prouvaient qu'on n'avait pas affaire à un simple accident de parcours. Le chauffeur de ce camion pratiquait délibérément des activités criminelles, dont l'ampleur restait à déterminer. Les enquêteurs ont alors redoublé d'efforts pour relier le véhicule à Alan Higgins, car il s'avérait qu'ils pouvaient l'avoir enregistré sous une fausse identité. Ils ont découvert qu'il disposait de plusieurs comptes bancaires, dont l'un paraissait réservé à des transactions obscures, virements de petites sommes sur des cartes prépayées, achats successifs de plaques d'immatriculation volées, location d'entrepôts temporaires dans différents États. Tout indiquait que ce chauffeur menait une double vie, combinant son activité de livreur officiel pour une compagnie de fret et une autre vie clandestine dans laquelle il changeait fréquemment de camion, d'itinéraire et même de plaque pour échapper au radar. Les enquêteurs, de plus en plus convaincus qu'il s'agissait du tueur recherché, avaient cependant besoin de localiser l'homme avant qu'il ne frappe à nouveau. Dans ces circonstances, un nouveau témoignage a surgi, émanant d'un membre de la famille d'une victime antérieure. Cette personne expliquait avoir été contactée de manière inopinée par un individu se présentant comme un détective privé. L'homme aurait affirmé enquêter sur la disparition de leurs proches.
Il proposait des informations potentiellement décisives, moyennant une compensation financière pour couvrir les frais de recherche. À l'appui de ses dires, il présentait des détails sur la victime, comme la couleur exacte de ses vêtements le jour de sa disparition, et quelques éléments que la police n'avait jamais divulgués. Cela avait persuadé la famille de la sincérité de cet étrange interlocuteur, qui, en réalité, n'était autre que Big Al. Ce manège n'avait pas été répandu via un unique cas. On a retrouvé plusieurs autres familles, affirmant avoir reçu des appels ou des courriers, signés par un soi-disant enquêteur privé, promettant des indices ou prétendant avoir des pistes pour localiser la personne disparue. Chaque fois, l'inconnu réclamait une aide financière, souvent modeste, de l'ordre de quelques centaines de dollars, afin de couvrir les dépenses d'une recherche poussée. Dans certains cas, Big Al allait jusqu'à se présenter physiquement au domicile des familles, prétextant être sur le point de révéler une piste capitale, réussissant à gagner la confiance par son air protecteur et sa carrure imposante, comme s'il s'agissait d'un ange gardien. Cette découverte glaçante prouvait combien l'homme se délectait d'entretenir la détresse des proches, tout en gardant le contrôle sur le récit des événements. C'est ainsi qu'un détachement spécial de la police fédérale a reçu l'ordre de se focaliser entièrement sur l'identification des adresses IP, des relevés de téléphonie et des transactions financières en lien avec ces faux services d'enquête. On a fini par mettre la main sur des données bancaires qui montraient des virements envoyés sur le même compte, lequel, après vérification, appartenait officiellement à un certain A. Higgins, bien que l'intitulé diffère souvent selon les États. Ce compte mystérieux était alimenté régulièrement, et l'argent y était ensuite transféré sur un autre compte offshore, rendant le suivi plus délicat. Toutefois, ce réseau de transactions a guidé les détectives jusqu'à une succursale bancaire à Dallas, où le suspect semblait retirer de fortes sommes en liquide. Dans cette ville texane, un employé d'hôtel, intrigué par le comportement d'un client barbu et solitaire, a accepté de coopérer et d'alerter les autorités si l'homme repassait par là. Un soir, effectivement, on l'a vu entrer dans le hall vêtu d'un sweat à capuche et d'une casquette, tentant de se faire discret. À l'instant où l'employé a reconnu son visage, il a prévenu un officier situé dans les environs. Une patrouille s'est aussitôt rendue à l'hôtel. Toutefois, l'intervention ne s'est pas déroulée comme prévu. À l'arrivée des voitures de police, Big Al a senti l'odeur du piège et s'est évanoui dans la nature. Les forces de l'ordre ont passé la nuit à fouiller les alentours, mobilisant même des équipes cynophiles, sans succès. Les caméras de surveillance n'ont capté que son ombre fugace disparaissant dans les rues de Dallas. De quoi alimenter les rumeurs parmi les habitants du quartier qui se demandaient si un criminel sanguinaire ne rôdait pas près de chez eux. La tension a grimpé d'un cran. Conscients qu'ils ne pouvaient laisser cet homme libre plus longtemps, les enquêteurs ont sollicité plus d'une cinquantaine d'agents spécialisés dans les filatures et la capture de fugitifs. Pendant plusieurs jours, ils ont mené une traque méthodique, procédant à des vérifications sur des adresses suspectées et des motels bon marché. Grâce à un informateur anonyme, probablement un individu qui avait des accointances passées avec Big Al, la police a appris qu'il projetait de quitter l'État pour rejoindre un ami dont on n'a jamais connu l'identité précise, dans l'Oklahoma. En conséquence, un réseau de surveillance a été mis en place sur les routes principales. C'est finalement sur un tronçon de route isolé, à une cinquantaine de kilomètres de Dallas, que Big Al a été localisé et encerclé. Lors de l'arrestation, la tension était palpable. Big Al, au volant d'un vieux pick-up, ne s'est pas rendu tout de suite. Il a d'abord tenté de forcer un barrage, puis a perdu le contrôle de son véhicule, avant de heurter un fossé. Les policiers, armes au poing, ont pris position autour de la carcasse fumante. Le suspect, choqué et blessé superficiellement, a alors levé les mains.
L'image de ce géant barbu, couvert de poussière, a fait la une de certains journaux locaux le lendemain. Ainsi se terminait sa cavale, mais pas l'horreur qui en découlerait au grand jour dans les semaines à venir. Emmené en centre de détention, Big Al n'a pas souhaité collaborer dans un premier temps. Il est resté mutique lors des premiers interrogatoires menés par les enquêteurs. Ensuite, il a demandé la présence d'un avocat commis d'office, comme la loi le permet. Les officiers, convaincus de détenir le principal suspect dans une série de meurtres, ont commencé à rassembler patiemment tout ce qu'ils pouvaient. Preuves ADN, témoignages, relevés téléphoniques, traçage de plaques et extraits bancaires. De jour en jour, le dossier s'alourdissait et le nom d'Alan Higgins était désormais au centre d'une enquête pour meurtres en série, enlèvement et extorsion de fonds. Son mode opératoire se dessinait de plus en plus clairement. Il ciblait des femmes isolées, en quête de moyens de transport. Il se présentait comme un homme amical, fiable, assurant vouloir aider. Une fois la victime à bord du camion, il profitait du décor désertique pour la faire disparaître loin de tout témoin. Les actes de violence se répétaient avec une froideur clinique, et il prenait soin de ne laisser aucune trace qui puisse facilement être reliée à lui, sauf lorsque le manque de temps ou un incident imprévu l'obligeait à abandonner hâtivement un véhicule, comme dans le cas du camion retrouvé par les randonneurs. Peu avant l'ouverture du procès, un magistrat a statué que l'accusation disposait de preuves suffisamment solides pour incriminer formellement Big Al de plusieurs chefs d'inculpation, dont au moins 10 meurtres, des enlèvements et des extorsions. L'effroi qu'inspirait cette affaire grandissait de jour en jour, d'autant que des spéculations couraient sur la possibilité de victimes supplémentaires qui n'auraient jamais été portées disparues. Des associations de soutien aux familles, dans la région, ont alors pris le relais, organisant des vigiles, distribuant des tracts, essayant de collecter des informations pour que chacun réalise l'ampleur du dossier. De multiples médias ont fait le déplacement à Dallas, où devait se tenir le procès, dans la salle d'audience principale d'un grand tribunal. Le parquet a constitué une solide équipe de procureurs, dont un conseiller réputé pour son travail dans les affaires de meurtres en série. En face, l'avocat commis d'office tentait tant bien que mal de préparer une défense, cherchant à remettre en cause la validité de certaines preuves ou la constitutionnalité de certaines procédures de perquisition. En effet, la police avait puisé dans des bases de données multi-étatiques et l'avocat espérait identifier une faille juridique qui permettrait d'écarter un élément clé de l'accusation. Le procès, qui a débuté en milieu d'année 2019, a suscité un engouement médiatique massif. Chacun voulait saisir l'occasion de comprendre les ressorts psychologiques d'un tel criminel, mais aussi d'assister au déroulement d'une procédure devant aboutir à une sanction exemplaire. Les audiences préliminaires ont mis en lumière l'existence de multiples témoignages, d'anciennes victimes qui, par miracle, avaient échappé au pire, ont accepté de raconter comment Big Al les avait abordés, comment il s'était montré aimable au départ, puis s'était transformé en un prédateur impitoyable. Elles ont relaté les menaces, la violence physique et le sentiment d'impuissance absolue face à ce colosse. Certaines de ces femmes ont expliqué qu'elles n'avaient jamais osé porter plainte par crainte de représailles, ou tout simplement parce qu'elles se sentaient coupables de s'être mises dans une situation dangereuse en faisant du stop. Mais l'émotion a atteint son paroxysme lorsque les procureurs ont exposé les photos des scènes de crime, les affaires personnelles des victimes, et ont fait défiler les listes d'indices scientifiques recueillis pendant l'enquête. On y voyait, pêle-mêle, des taches de sang identifiées comme celles de June Carter ou d'autres victimes, des relevés d'empreintes digitales incomplètes, des correspondances de type ADN trouvées sur divers objets abandonnés dans la cabine des camions. Il a également été révélé que Big Al modifiait les numéros de série sur certains composants de ses véhicules pour tromper les registres,
qu'il possédait plus d'une dizaine de plaques d'immatriculation différentes et qu'il avait souscrit à des assurances pour plusieurs camions, parfois sous des noms d'emprunt. De même, la correspondance qu'il avait eue avec les familles a été produite devant la cour, dévoilant la cruauté psychologique dont il pouvait faire preuve. Au fil des audiences, les procureurs se sont attachés à démontrer que les crimes d'Alan Higgins étaient prémédités et planifiés. Selon eux, l'accusé n'improvisait pas. Il connaissait parfaitement la topographie du pays, il savait se cacher dans des zones désertiques et il avait mis au point un système de fausses entreprises de transport pour se procurer des camions différents. L'équipe de la défense a tenté de mettre en avant une supposée instabilité mentale, associée à des antécédents familiaux troubles. Ils ont affirmé que Big Al, enfant, avait vécu des épisodes traumatisants, ce qui aurait pu déclencher des comportements violents à l'âge adulte. Sans nier le caractère atroce des meurtres, le défenseur cherchait ainsi à éviter la peine capitale, qui était techniquement envisageable au Texas pour des faits d'une telle gravité. Cependant, la froide détermination dont avait fait preuve le prévenu, le nombre de victimes et le fait qu'il poursuivait ses agissements sur plusieurs années et dans plusieurs États ont fortement pesé en sa défaveur. Après plusieurs semaines de débat, le jury a rendu son verdict. Alan Big Al Higgins était reconnu coupable de multiples meurtres, d'enlèvements aggravés et d'extorsion. En raison de la conjonction de toutes ces charges et de la barbarie qui s'en dégageait, le juge a prononcé la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, plutôt que la peine de mort, et ce pour des raisons procédurales complexes liées à la qualification de plusieurs meurtres dans différentes juridictions. L'annonce de la sentence a provoqué un soulagement général dans la salle d'audience. Les familles souillées des victimes ont accueilli la décision avec des larmes, des étreintes et une certaine forme de paix, tout en sachant que rien ne pourrait jamais réparer la perte subie ni effacer l'horreur endurée. Dans les mois qui ont suivi, beaucoup se sont intéressés au destin des proches des victimes, qui devaient apprendre à vivre avec cette blessure. Plusieurs d'entre eux ont rejoint des groupes de soutien ou participé à des événements destinés à sensibiliser le public aux dangers potentiels de la route pour ceux qui voyagent seuls. Les médias ont, de leur côté, parlé longuement des failles de la sécurité sur ces immenses autoroutes américaines, où les caméras sont souvent rares et les patrouilles peu fréquentes. Des associations d'aide aux victimes ont réclamé qu'on améliore la signalisation, qu'on renforce la présence policière dans les aires de repos et qu'on encourage les routiers à signaler tout comportement suspect. Quant à Big Al, il a été transféré dans un établissement pénitentiaire à sécurité maximale où il purge désormais sa peine en isolement partiel sous haute surveillance. Les rumeurs concernant l'éventualité d'un complice n'ont jamais été entièrement dissipées, faute de preuves. Néanmoins, les autorités ont continué d'enquêter sur d'autres affaires de disparition jamais élucidées, notamment le long du couloir autoroutier que Big Al avait l'habitude d'emprunter. Plusieurs familles espèrent encore que la lumière sera faite sur les disparitions inexpliquées de leurs proches, songeant que leur bien-aimé ou leur bien-aimé pourrait avoir croisé la route de ce chauffeur fatal. Dans les parages d'El Paso, de Phoenix ou d'autres communes du Sud-Ouest, la mémoire du drame est toujours vive. Certains habitants se rappellent avoir croisé ce camionneur, grand et barbillon, sans jamais se douter de ce qui se passait vraiment dans l'obscurité de son habitacle. Les professionnels du transport routier, choqués de savoir qu'un de leurs pairs avait pu commettre de tels actes, ont parfois mis en place des initiatives pour rendre la communauté plus soudée, par exemple en avertissant rapidement les autorités s'ils voyaient un véhicule suspect quitter une aire à toute vitesse, ou s'ils surprenaient une altercation. Toute cette tragédie a marqué les esprits, devenant une affaire emblématique de la façon dont un criminel peut exploiter la confiance et les failles du système pour perpétrer ses méfaits pendant des années. Pour conclure, je peux dire que cette affaire continue de résonner en moi
car j'imagine facilement la crainte et l'isolement que ces victimes ont dû ressentir sur des routes si vastes. Je suis persuadée que leur souvenir nous poussera à redoubler de vigilance et à mieux considérer l'importance de la sécurité sur la route. J'espère que ce récit vous aura apporté un éclairage sur la manière dont la justice parvient, parfois tardivement, à confondre ceux qui se croient intouchables. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Cela me touche énormément. Je vous invite à rester sur la chaîne si vous souhaitez découvrir d'autres récits, car j'en ai encore plusieurs qui méritent votre attention. Vous pouvez continuer à explorer les vidéos proposées. J'y raconte d'autres dossiers tout aussi fascinants et chargés d'émotions. Enfin, je vous dis à très bientôt, avec l'envie sincère de vous informer toujours plus sur ces affaires criminelles qui marquent notre mémoire collective. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.